Il y a des moments dans la vie où quelque chose en toi commence à s'agiter. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la tristesse. C'est une sensation difficile à expliquer, comme si une partie silencieuse de ton être essayait de s'éveiller. Peut-être l'as-tu ressenti les nuits, où le silence pèse plus que d'habitude. Dans les instants où tu regardes ta vie et sens qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que tu n'as pas encore compris. Et si ce moment, cet instant précis où tu écoutes ces mots, n'était pas une coïncidence? Et si arriver ici n'était pas un accident, mais une réponse à un appel profond né en toi, il y a longtemps? Car la connaissance dont nous allons parler aujourd'hui n'apparaît pas à n'importe qui. Elle ne se révèle pas par curiosité, ni par divertissement. Elle se révèle seulement à ceux qui sont prêts à changer la façon dont ils perçoivent la réalité. Pendant des siècles, cette connaissance fut protégée, scellée, gardée en silence, comme un feu sacré qui ne pouvait tomber entre des mains distraites. Non pas parce qu'elle était dangereuse, mais parce que son vrai pouvoir ne peut être compris que par ceux qui sont prêts à se transformer de l'intérieur. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir des principes appelés lois invisibles, des règles silencieuses qui régissent tout ce qui existe, même ce qui semble chaotique. Et le plus surprenant, c'est que ces lois agissent déjà dans votre vie, même si vous n'en aviez jamais entendu parler auparavant. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. À la fin de ce voyage, vous saurez appliquer ces lois dans votre vie, consciemment, clairement, profondément, non comme une théorie, mais comme une transformation réelle. Maintenant, avant de continuer, faites une pause intérieure, respirez profondément, même en silence, et écoutez ce que votre intérieur veut vous dire. Si vous sentez que ces mots sont arrivés au bon moment, si vous sentez que quelque chose en vous reconnaît cet appel, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir la vérité ». Et si ce message commence à toucher quelque chose de profond en votre âme, si vous sentez que cette énergie vous éveille, vous pouvez soutenir cet espace avec un super chat comme un geste conscient pour que cette sagesse continue de se répandre vers ceux qui sont aussi près. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement du savoir, c'est une mémoire ancienne, qui vit en vous, bien avant l'existence des livres modernes, avant que la science n'essaie de mesurer l'invisible avec ses instruments et ses formules, avant même que les grandes religions du monde prennent la forme que nous connaissons aujourd'hui. Il existait un type de connaissance qui ne circulait pas librement, ne s'enseignait pas sur les places publiques, ne se débattait pas dans les marchés, n'était pas disponible pour quiconque avait simplement de la curiosité. Cette connaissance vivait dans des lieux spécifiques, dans des espaces construits, avec une intention très précise, dans des temples qui n'étaient pas des temples d'adoration, mais des temples d'initiation. Et au centre de toute cette tradition, prononcée toujours avec respect, toujours avec révérence, existait un nom que les initiés chuchotaient comme celui qui tient quelque chose de sacré entre ses mains. Frère Hermès Trismégiste, 3 fois grand, 3 fois sage, 3 fois initié aux mystères les plus profonds de l'existence. Certaines traditions le décrivaient comme un être humain qui atteignit un niveau de compréhension si élevé que son nom devint synonyme de la sagesse même. D'autres le décrivaient comme une entité qui existait entre le monde divin et le monde humain, comme un pont entre le visible et l'invisible, comme un messager qui apportait des dimensions plus élevées, la connaissance dont l'humanité avait besoin pour ne pas se perdre complètement dans l'obscurité de son propre oubli. Ce que tous les récits ont en commun, c'est ceci. Sa connaissance ne venait pas de livres ni de maîtres humains. Elle venait de l'observation directe, profonde et soutenue des lois qui régissent l'existence à tous ses niveaux. Hermès n'a pas étudié la réalité de l'extérieur comme celui qui observe un objet. Il a étudié l'intérieur comme quelqu'un qui entre en communion avec ce qu'il observe jusqu'à ce que la distinction entre observateur et observé disparaisse. Et ce qu'il a trouvé dans cet état de communion était quelque chose de si précis, si élégant, si absolument cohérent, que cela ne pouvait être le produit de l'imagination humaine. C'était le langage de l'univers, c'était le code qui soutient tout ce qui existe. Dans l'Égypte ancienne, au milieu du désert et du silence, sous un ciel nocturne, si étoilé qu'il était impossible de le contempler sans éprouver un sentiment indescriptible, il existait des centres d'enseignement que l'histoire officielle a à peine commencé à reconnaître.
Ce n'étaient pas des lieux ouverts au public. Ce n'étaient pas des espaces de dévotion collective ni de rituels visibles que tout voyageur pouvait observer. C'étaient des espaces de transformation radicale, des espaces où celui qui entrait comme une personne en ressortait différent, non pas différent en apparence, différent en compréhension, différent dans la manière de percevoir la réalité. Ceux qui entraient dans ces centres passaient par des processus que nous appellerions aujourd'hui des initiations, mais qui dans ce contexte ressemblaient davantage à une mort symbolique, suivie d'une renaissance. On les amenait à affronter leurs peurs les plus profondes, leurs illusions les plus enracinées, leurs certitudes les plus... Et en voyant tout cela s'effondrer, ils découvraient ce qu'aucun livre n'aurait pu leur apprendre, que derrière la personnalité, l'histoire personnelle, la peur et l'attachement, il y avait quelque chose d'intact, d'indestructible, car jamais né comme le corps. Cette chose était la conscience pure, et la reconnaître, non comme un concept, mais comme une expérience directe, était le véritable but de tout l'enseignement hermétique. Pendant des siècles, cette connaissance a survécu de la seule manière dont ce qui est vraiment précieux peut survivre. De cœur à cœur, d'esprit éveillé à esprit préparé. De maître à disciple dans une chaîne ininterrompue qui a traversé empire, conquête, destruction et renaissance. Quand les grandes bibliothèques furent brûlées, les temples pillés et des connaissances entières disparues entre les cendres de l'histoire, cette tradition trouva le moyen de persister, car elle ne dépendait pas du papier. Elle dépendait d'êtres humains qui l'avaient incorporée si profondément, elle était devenue partie d'eux-mêmes. Et puis, à un moment que certains décrivent comme providentiel, une partie de cette connaissance prit forme écrite. Un texte bref, apparemment simple, signé par des auteurs qui décidèrent de rester anonymes, et qui s'identifièrent uniquement comme les trois initiés. Ce texte fut appelé le Kybalion, et son apparition dans le monde moderne ne fut pas un accident éditorial. Ce fut, selon de nombreuses traditions ésotériques, une décision délibérée de transmettre au moment précis où l'humanité serait suffisamment préparée à le recevoir. Le Kybalion n'est pas un livre qui se lit, c'est un livre qui se vit. Chaque fois que quelqu'un l'aborde avec la bonne disposition, avec l'ouverture de celui qui est sincèrement prêt à remettre en question ce qu'il croit savoir sur la réalité, quelque chose se produit à l'intérieur de cette personne, non pas de manière dramatique, ni avec des visions ou des révélations spectaculaires, mais de manière silencieuse et profonde, comme lorsqu'une racine trouve de l'eau dans l'obscurité de la terre et commence à croître sans que personne ne le voie de l'extérieur. Et peut-être cela explique-t-il pourquoi ces mots t'atteignent maintenant, non pas par des algorithmes, par hasard statistique, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui était déjà prêt à se souvenir de ce que ces mots vont éveiller. Si tu sens que quelque chose en toi reconnaît cette histoire, même si tu ne peux pas l'expliquer avec des mots, écris dans les commentaires la sagesse ancienne. Et si tu sens que cette histoire éveille quelque chose de profond en toi, tu peux soutenir cette énergie avec un super chat, comme un acte conscient pour maintenir ce savoir vivant parmi ceux qui ressentent l'appel. Il y a quelque chose que peu de gens osent dire à voix haute, mais que presque tous ont ressenti à un moment de leur vie, parfois aux moments les plus inattendus, au milieu d'une célébration qui devrait les rendre heureux, ou lors d'un après-midi ordinaire sans aucun événement particulier pour le justifier. C'est une sensation de vide qui ne répond pas à la logique. Une inquiétude qui ne disparaît ni avec le divertissement, ni avec l'occupation constante, ni avec les succès accumulés. Une sorte de faim intérieure qui ne se satisfait de rien de ce que le monde extérieur offre comme réponse. Et la réaction la plus courante face à cette sensation est d'essayer de l'ignorer, de se remplir d'activités, de chercher plus de stimuli, plus de distractions, plus de bruit, car le silence où cette sensation réside est trop inconfortable pour la plupart. Mais il y a des gens qui, à un moment donné, cessent de fuir, qui s'arrêtent, qui se permettent de ressentir cette inquiétude, sans essayer de la supprimer immédiatement. Et à ce moment d'honnêteté avec elle-même, elle commence à se poser des questions qu'elle ne s'était jamais permise de formuler auparavant. Des questions comme « Pourquoi ?» Malgré tout ce que je suis censé avoir pour être heureux, il manque toujours quelque chose. Ou pourquoi est-ce que je continue à répéter les mêmes schémas dans mes relations, dans mon travail, dans ma façon de réagir face au même type de situation? Ou pourquoi l'effort que je mets dans certains domaines de ma vie ne produit pas les résultats que j'attendrais
selon toute logique raisonnable. Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse, ni d'ingratitude, ni d'un quelconque trouble nécessitant d'être traité. Ce sont des signes de lucidité. C'est l'âme qui pose des questions auxquelles l'esprit conditionné ne sait pas répondre, car il a été entraîné à chercher des réponses au mauvais endroit. La racine du problème spirituel de notre époque n'est ni la méchanceté, ni l'ignorance au sens ordinaire du terme. C'est quelque chose de plus subtil et de plus profond. Et c'est la déconnexion. Une déconnexion qui a commencé il y a des générations et qui s'est approfondie avec chaque nouvelle couche de technologie, de vitesse, de stimulation constante et d'idéologie qui réduisent l'être humain à sa dimension économique et biologique, ignorant complètement la dimension la plus essentielle de sa nature. L'hermétisme appelle cela vivre hors la loi, non pas au sens moral, mais au sens cosmique. Quand un être humain vit sans comprendre les lois qui régissent la réalité, quand il agit par réactivité au lieu d'agir par conscience, quand il prend des décisions par peur au lieu de les prendre par compréhension, il expérimente inévitablement une résistance constante. Le sentiment que la vie oppose une friction à chaque pas, que l'effort ne rapporte pas ce qu'il devrait, que les cycles se répètent sans que rien ne change vraiment. Et cette résistance n'est pas un signe que la vie est injuste, c'est un signe que l'on navigue à contre-courant des lois naturelles qui soutiennent l'existence. Imaginez quelqu'un qui essaie de cultiver une plante sans rien savoir des conditions dont elle a besoin pour pousser. Il plante à la mauvaise saison, arrose trop ou pas assez. Il la met dans un endroit où la lumière adéquate n'arrive pas. Et ensuite, quand la plante ne fleurit pas, il conclut qu'il n'a pas le talent pour le jardinage, qu'il ne mérite pas d'avoir des plantes, que l'univers ne veut pas qu'il soit jardinier. Mais le problème n'a jamais été l'univers. Le problème était l'ignorance des lois qui régissent la croissance de cette plante. Avec la vie humaine, il se passe exactement la même chose. Quand tu ne comprends pas les lois qui régissent la manifestation de la réalité, quand tu ne comprends pas comment ton état interne détermine ce que tu perçois et attire à l'extérieur, quand tu ne reconnais pas les cycles naturels d'expansion et de contraction qui opèrent dans toutes les dimensions de l'existence, tu finis par lutter contre des forces que tu ne peux pas vaincre parce qu'elles sont plus grandes que toi, non pas parce qu'elles sont ennemies, mais parce que ce sont les lois fondamentales de la réalité. Personne ne gagne une bataille contre les lois de la physique. Ce que tu peux faire, ce que les traditions hermétiques ont enseigné pendant des millénaires, c'est d'apprendre à comprendre ces lois, à travailler avec elles au lieu de contre elles, à devenir quelqu'un qui navigue consciemment les courants de l'existence au lieu de quelqu'un qui est emporté par elles, sans savoir pourquoi. Et ce processus de compréhension, ce passage de l'ignorance cosmique à la conscience opérative, c'est ce que dans la tradition hermétique, on appelle le chemin de l'initié. Ce n'est pas un chemin réservé à quelques élus. C'est un chemin disponible pour tout être humain qui décide de faire le premier pas. Ce premier pas n'est pas dramatique. Cela ne demande pas de renoncer à quoi que ce soit d'extérieur, ni d'adopter un style de vie particulier. La première étape est simplement celle-ci. Reconnaître qu'il existe des lois que vous ignorez et que ces lois opèrent dans votre vie, en ce moment même, avec ou sans votre connaissance, avec ou sans votre consentement. Si ces mots décrivent quelque chose que vous avez ressenti, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre vie semble se mouvoir en cycles répétés, écrivez dans les commentaires « Je reconnais ma déconnexion pour guérir ». Et si ce message met des mots sur quelque chose que vous ressentiez depuis longtemps, vous pouvez soutenir cet enseignement avec un super chat comme un échange conscient, une façon de maintenir vivante cette énergie de compréhension. À un moment donné du siècle dernier, les physiciens qui travaillaient dans les laboratoires les plus avancés du monde ont commencé à se heurter à quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer, dans le cadre conceptuel hérité de Newton et Descartes. Ils ont découvert qu'au niveau subatomique, le comportement des plus petites particules de matière n'obéissait pas aux lois mécaniques qui décrivent le comportement des objets de grande taille. Ils ont découvert qu'une particule pouvait se comporter comme une onde ou comme une particule, selon qu'elle soit observée ou non. Ils ont découvert que deux particules ayant été en contact pouvaient rester instantanément corrélées, quelle que soit la distance qui les séparait, dans une forme de connexion qui défie toute compréhension ordinaire de l'espace et du temps. Et ils ont découvert quelque chose qui s'est avéré profondément perturbant pour l'esprit scientifique classique,
que l'observateur n'est pas neutre, que l'acte même d'observer une particule modifie son comportement, que la conscience de l'observateur est une variable qu'on ne peut éliminer de l'expérience. Les scientifiques les plus lucides, ceux qui avaient l'honnêteté intellectuelle de suivre les implications de leurs propres découvertes jusqu'au bout, ont commencé à articuler quelque chose qui ressemblait plus à de la philosophie mystique qu'à de la physique pure, que la conscience n'est pas un produit accidentel du cerveau, que la conscience pourrait être la condition préalable qui rend possible l'existence de la réalité matérielle telle que nous l'expérimentons, qu'à un certain niveau fondamental, l'esprit et la matière ne sont pas deux choses séparées, mais deux expressions d'un même principe. Les maîtres hermétiques auraient immédiatement reconnu cette conclusion, l'auraient trouvée familière, l'auraient trouvée évidente, car c'est précisément ce que le premier principe du Kybalion, le principe du mentalisme, affirme depuis des millénaires: le tout est esprit, l'univers est mental. Cette phrase, qui à première vue peut sembler une affirmation poétique ou métaphorique, est en réalité une déclaration technique sur la nature fondamentale de la réalité. Elle ne dit pas que le monde physique n'existe pas. Elle dit que le monde physique n'est pas ce qu'il semble être. Elle dit que la matière, l'espace, le temps, les circonstances, les événements, les relations, tout ce que nous expérimentons comme réalité objective et externe, a son origine dans quelque chose qui n'est pas physique. Elle a son origine dans la conscience. Et si l'origine de ta réalité est la conscience, alors travailler au niveau de la conscience n'est pas un luxe spirituel, ni une forme d'évasion. C'est l'intervention la plus fondamentale, la plus directe et la plus puissante qui existe pour transformer n'importe quel aspect de ton expérience de vie. C'est là que beaucoup de gens rencontrent le premier obstacle, parce qu'il y a une énorme différence entre comprendre intellectuellement que la réalité commence dans l'esprit et expérimenter cette compréhension de manière vécue, de façon à changer vraiment ta perception de la vie quotidienne. La connaissance intellectuelle dit « Oui, je comprends que mes pensées influencent ma réalité ». La compréhension vécue fait que, au moment où tu ressens de la peur, du ressentiment ou du désespoir, quelque chose en toi reconnaît cet état non pas comme une réaction inévitable aux circonstances, mais comme une fréquence que tu génères et que l'univers, suivant ses propres lois, amplifie inévitablement et reflète dans ton expérience. C'est la différence entre lire sur la natation et savoir nager. Et la seule façon de franchir cette différence est par une pratique soutenue, par l'application consciente de ces principes, dans les moments les plus ordinaires de la vie quotidienne, dans les moments d'irritation, d'impatience, de peur, de doute. À ces moments-là, quand la tendance automatique est de réagir selon le schéma conditionné, l'initié fait quelque chose de différent. Il s'arrête, observe, reconnaît l'état interne qui se génère, et de cette observation, il choisit consciemment une fréquence différente. Il ne réprime pas l'émotion, il ne fait pas semblant de ressentir quelque chose qu'il ne ressent pas, mais il élève sa conscience à un niveau supérieur, à la place de l'observateur, et de cet endroit, il a accès à une liberté que le réacteur automatique ne connaît jamais. C'est le secret que le principe du mentalisme renferme derrière ces mots apparemment simples. Ce n'est pas que tu puisses penser ton chemin vers le bonheur avec des affirmations répétées mécaniquement, sans aucun changement interne réel. C'est que lorsque tu transformes véritablement la qualité de ta conscience, quand tu changes la fréquence à partir de laquelle tu perçois et navigues la réalité, ton expérience de cette réalité change inévitablement, non pas comme par magie ou par loi, mais avec la même inévitabilité qu'une graine de tournesol produit des tournesols et non des roses. La loi est impersonnelle. Elle ne favorise personne. Elle ne punit personne. Elle opère simplement avec une cohérence absolue qui ne fait pas d'exception. Et cette cohérence, une fois comprise, cesse d'être menaçante et devient la base la plus solide sur laquelle tout être humain peut construire une vie consciente. Si tu sens que cette vérité éveille quelque chose en toi, si tu commences à voir ta vie sous une nouvelle perspective, écris dans les commentaires « Mon esprit est mon pouvoir créateur ». Et si cette révélation ouvre une nouvelle façon de comprendre ta réalité, tu peux soutenir cette connaissance avec un super chat. Comme un acte conscient pour maintenir cet enseignement vivant,
parmi ceux qui cherchent à s'éveiller quand les initiés hermétiques décrivaient l'univers. Ils ne le décrivaient pas avec le langage de l'émerveillement passif de celui qui contemple quelque chose d'incompréhensible. Ils le décrivaient avec le langage de quelqu'un qui a appris à lire un système, avec la précision de celui qui a découvert que derrière le chaos apparent de l'existence, il y a une structure, une grammaire, un ordre qui peut être compris et avec lequel on peut apprendre à travailler de manière consciente. Cet ordre a été condensé en 7 principes fondamentaux, pas 7 opinions philosophiques, pas 7 métaphores poétiques, mais 7 descriptions fonctionnelles de la façon dont la réalité opère à tous ses niveaux, du plus subatomique au plus cosmique, du plus matériel au plus spirituel. Le premier principe est le mentalisme, et nous avons déjà commencé à explorer sa profondeur. Le tout est esprit, l'univers est mental, mais il y a une dimension de ce principe qui mérite d'être soulignée, avec une clarté particulière. Il ne dit pas que ton esprit personnel crée la réalité à partir de rien, de manière arbitraire et capricieuse. Il dit qu'il y a un esprit universel, une intelligence qui soutient et génère toute l'existence, et que ton esprit individuel est une expression localisée de cet esprit universel. Comme une vague est une expression localisée de l'océan, sans cesser d'être l'océan. Cela signifie que lorsque tu accèdes à des niveaux plus profonds de ton propre esprit, quand tu vas au-delà du bruit des pensées superficielles et des conditionnements accumulés, tu t'approches de cette intelligence universelle. Et de cet rapprochement, la vie commence à couler d'une manière qui, en surface, semble miraculeuse, mais qui, selon la compréhension hermétique, est parfaitement logique. Le deuxième principe est la correspondance, comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Cela signifie que tu as beaucoup plus de pouvoir sur ton expérience de vie que ce qu'on t'a généralement appris à croire. Le troisième principe est la vibration. Rien n'est au repos. Tout bouge. Tout vibre. Tout pulse. La physique moderne le confirme avec une précision étonnante. Au niveau subatomique, ce qui semble matière solide et inerte est en réalité de l'énergie en mouvement constant, des particules qui vibrent à des fréquences spécifiques qui déterminent les propriétés des objets qu'elles forment. Mais la vibration ne se limite pas au niveau physique. Tes pensées vibrent, tes émotions vibrent, les mots que tu prononces vibrent, la qualité de ton attention vibre. Et selon ce principe, les vibrations similaires s'attirent mutuellement, avec la même inévitabilité que les aimants attirent le métal. Cela explique quelque chose que la plupart des gens ont observé dans leur vie, sans pouvoir l'articuler. Qu'il y a des personnes qui semblent attirer constamment certains types de situations et de relations, tandis que d'autres attirent constamment des types complètement différents. Ce n'est pas de la chance, c'est de la résonance vibrationnelle. Le quatrième principe est la polarité. Tout a 2 pôles, tout a sa paire d'opposés. Le chaud et le froid sont le même phénomène à des degrés différents. Celui qui comprend cela ne s'attache pas non plus excessivement au moment de pointe, car il sait qu'aucune vague ne reste à son point le plus haut pour toujours. Le sage apprend à chevaucher le rythme au lieu de le combattre. Le 6e principe est la causalité. Tout effet a sa cause, tout événement a son précédent. Le hasard n'existe pas au sens de quelque chose qui arrive sans cause. Ce que nous appelons hasard est simplement le nom que nous donnons aux causes que nous n'avons pas pu identifier encore. Ce principe élimine à la racine la position de victime, car il établit clairement que tout ce que tu expérimentes est le résultat de causes qui ont été semées, consciemment ou inconsciemment, par toi ou par ceux qui t'ont précédé. Et si tu es le résultat de causes antérieures, tu es aussi la cause d'effets futurs, ce qui signifie qu'en ce moment, avec chaque pensée que tu choisis, avec chaque émotion que tu maintiens, avec chaque action que tu réalises, tu sèmes des causes dont les effets se manifesteront dans ton expérience future. Le 7e principe est le genre. Tout a son principe masculin et son principe féminin, pas au sens biologique, mais au sens énergétique. Le principe masculin est la force active, la volonté, la direction, l'impulsion. Le principe féminin est la force réceptive, l'intuition, la gestation, la nutrition. Dans l'esprit humain, le principe masculin est l'esprit objectif,
l'esprit conscient qui analyse et décide. Le principe féminin est l'esprit subjectif, l'esprit inconscient qui reçoit des impressions et les transforme en réalité matérielle. Lorsque ces deux principes travaillent en harmonie, lorsque la volonté consciente imprime dans l'esprit subjectif les bonnes graines avec la bonne fréquence, le processus de création de la réalité fonctionne avec une efficacité étonnante. Lorsqu'ils sont en conflit, lorsque l'esprit conscient désire une chose, tandis que l'esprit inconscient est saturé de croyances contradictoires, la manifestation devient erratique, inconsistante, frustrante. Ces 7 principes ne sont pas indépendants les uns des autres. Ce sont des aspects d'une même réalité, vus sous 7 angles différents. Et quand tu commences à les voir en action dans ta propre vie, quand tu commences à reconnaître le rythme dans tes états émotionnels, la correspondance dans tes relations, la vibration dans la qualité de ton attention, la causalité dans tes schémas répétitifs, quelque chose change de manière fondamentale. La vie cesse d'être un mystère chaotique et injuste. Elle devient un système qui peut être compris, travaillé et finalement maîtrisé. Si tu sens que ces lois résonnent en toi comme si tu les avais déjà entendues auparavant, crie dans les commentaires « J'accepte les lois de l'univers ». Et si cette connaissance commence à mettre de l'ordre dans ton esprit, tu peux soutenir cet enseignement avec un super chat, comme un geste énergétique conscient, pour maintenir cette transmission vivante. Pour ceux qui cherchent aussi à comprendre, un schéma qui se répète avec une régularité surprenante dans la vie de presque tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, leur éducation, leur niveau économique ou leur intelligence. Un schéma qui génère une énorme quantité de souffrances inutiles et qui pourtant passe complètement inaperçu parce qu'il est si profondément intégré dans la manière dont la société nous enseigne à nous relier à la vie qu'il est devenu invisible, visible. Ce schéma est la guerre constante contre ce qui est, la résistance permanente au mouvement naturel de l'existence, la croyance inconsciente, mais absolument généraliste que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont, que la vie devrait suivre un cours plus prévisible, plus confortable, plus contrôlable, et que quand ce n'est pas le cas, quelque chose ne va pas fondamentalement. Quand l'unité hermétique observe ce schéma depuis la perspective du 5e principe, le principe du rythme, ce qu'il voit est une humanité qui a confondu la nature de l'existence avec une anomalie qui doit être corrigée. Parce que le rythme est impersonnel. Il ne se soucie pas si tu es prêt pour la phase de contraction. Il n'attend pas ta permission pour faire monter la marée. Il ne s'arrête pas parce que tu as décidé que ce n'est pas un bon moment pour traverser une période d'obscurité, ou de pause, ou de recul apparent. Le rythme se meut simplement. Et quand tu résistes à ce mouvement, quand tu essaies de forcer les choses à rester en phase d'expansion, quand le rythme appelle à la contraction, le résultat inévitable est la souffrance. Non pas parce que l'univers veut te faire souffrir, mais parce que tu utilises ton énergie vitale pour lutter contre une force infiniment plus grande que toi. C'est exactement aussi inefficace que d'essayer d'arrêter la marée avec les mains. L'énergie dépensée dans cette résistance est une énergie qui ne peut pas être utilisée pour naviguer intelligemment dans le cycle. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil et plus dévastateur dans cette erreur. La résistance au rythme ne génère pas seulement de la souffrance dans les moments difficiles. Elle contamine aussi les bons moments, car celui qui vit dans une résistance constante ne peut pas profiter pleinement des périodes d'expansion, car il est trop occupé à craindre qu'elles ne se terminent. Il est trop concentré à s'accrocher à ce qu'il a, à s'assurer que ça ne parte pas, à construire des murs autour de son bien-être actuel pour le protéger de la phase suivante de contraction qui arrivera inévitablement. Et cette anxiété anticipatoire transforme les moments de grâce en source supplémentaire de tension, au lieu de source de récupération et de joie véritable. La tradition hermétique enseigne quelque chose qui va complètement à l'encontre de l'instinct conditionné de l'esprit ordinaire, que la santé psychique et spirituelle d'un être humain ne se mesure pas pour sa capacité à toujours rester au sommet, mais pour sa capacité à circuler consciemment, à travers tous les états du cycle, pour sa capacité à être pleinement présent dans l'expansion sans s'y attacher, pour sa capacité à traverser la contraction sans s'identifier à elle comme une condamnation permanente, pour sa capacité à reconnaître, dans chaque phase du rythme, y compris les plus sombres et les plus douloureuses, la graine de ce qui est sur le point d'émerger. Il y a une image que les maîtres zen utilisent
pour décrire cet état de fluidité consciente avec les cycles de l'existence. L'image de la lune reflétée dans l'eau. Quand le vent agite la surface du lac, l'image de la lune se fragmente, se déforme, semble disparaître. Mais la lune n'a pas changé. Le lac n'a pas cessé d'être un lac. Seule la surface s'est agitée temporairement. Et quand le vent se calme, l'image revient intacte. Lune, l'être humain qui a compris le principe du rythme. Et comme ce lac, il peut être agité par les vents des circonstances. Il peut traverser des tempêtes qui déforment temporairement l'image de paix et de clarté qu'il porte en lui. Mais dans sa profondeur, à ce niveau plus profond que l'agitation de la surface ne peut atteindre, il y a quelque chose qui demeure, quelque chose qui sait que la tempête passera, quelque chose qui ne confond pas l'agitation temporaire avec la réalité permanente. Cultiver l'accès à cette profondeur est le travail spirituel le plus pratique et le plus urgent que tout être humain puisse entreprendre. Non pas parce qu'il garantit une vie sans difficulté, mais parce qu'il transforme fondamentalement la relation avec les difficultés lorsqu'elles surviennent. Et quand cette relation change, quand tu cesses de dépenser ton énergie vitale à résister à ce qui est déjà, et que tu commences à l'utiliser pour naviguer consciemment ce qui vient, quelque chose dans la texture de ton expérience quotidienne change d'une manière difficilement descriptible avec des mots, mais que celui qui l'a expérimenté reconnaît immédiatement. Si tu commences à comprendre que tes cycles ne sont pas des échecs, mais des processus naturels, écris dans les commentaires « Je suis en phase avec les cycles de la vie ». Et si cette compréhension t'apporte la paix intérieure, tu peux soutenir cet espace avec un super chat, un geste conscient pour que ce message continue d'atteindre ceux qui croient encore qu'ils échouent. Grandissent alors qu'en réalité ils sont en pleine croissance. Ce que tu es sur le point de faire n'est pas un exercice de relaxation, ce n'est pas une technique de gestion du stress, c'est quelque chose que les initiés hermétiques de l'Antiquité comprenaient avec une clarté que la psychologie moderne commence à peine à articuler avec son propre langage. Que l'être humain a la capacité d'imprimer consciemment de nouvelles instructions au niveau le plus profond de son esprit. Et que ces instructions, lorsqu'elles sont maintenues avec suffisamment de cohérence et de clarté, génèrent inévitablement de nouvelles causes qui produisent de nouveaux effets dans la réalité expérimentée. Le fondement de ce que les traditions hermétiques appelaient l'art de la transmutation mentale. Et la pratique que tu vas apprendre maintenant ne nécessite aucun élément externe. Elle ne requiert ni bougie, ni cristaux, ni posture spécifique, ni aucun environnement cérémoniel. Elle requiert uniquement ta présence authentique et ta disposition à diriger ton attention vers l'intérieur avec une intention claire. La première étape est d'arrêter le mouvement automatique de l'esprit ordinaire. Ne pas le supprimer, ne pas le forcer à s'arrêter, mais créer un espace interne de pause délibérée. Imagine que tu es le réalisateur d'un film qui, toute ta vie, s'est tourné seul, sans réalisateur, la caméra suivant les acteurs de manière réactive. À ce moment, tu décides de prendre le contrôle de la caméra. Tu décides où va l'attention. Tu décides ce qu'elle cadre et ce qu'elle laisse hors champ. Tout ce dont tu as besoin au début. Juste cette décision d'être le réalisateur, au lieu d'être emporté par le flux automatique. La deuxième étape est l'observation sans jugement. Une fois que tu as pris la position de l'observateur, commence à remarquer les contenus de ton esprit sans essayer de les changer. Observe les pensées qui circulent, les fragments de conversations passées, les préoccupations concernant l'avenir, les jugements sur toi-même ou sur les autres. Ne les évalue pas comme bons ou mauvais, n'essaye pas encore de les modifier. Regarde-les simplement avec la même distance équanime que tu regarderais des nuages. Passer dans le ciel depuis la fenêtre d'un train. Cette observation désintéressée est en soi un acte de grand pouvoir, car au moment où tu peux observer une pensée sans être emporté par elle, tu as établi une distance entre toi et la pensée qui n'existait pas auparavant. Et cette distance est l'espace où la vraie liberté commence. La troisième étape introduit ce que dans le langage hermétique, on appelle la graine mentale. Une graine mentale est un état de conscience spécifique que tu souhaites cultiver, pas une image d'un résultat externe que tu veux obtenir, pas une visualisation de possession ou de circonstance, mais une qualité intérieure, clarté, paix, confiance, ouverture,
équanimité, amour. Choisis-en une seule, celle que tu ressens en ce moment comme la plus nécessaire, la plus lointaine, celle que tu désires le plus. Et ensuite, au lieu de la visualiser comme quelque chose que tu n'as pas, commence à la ressentir comme quelque chose que tu es en train d'éveiller, comme une braise qui a toujours été là, couverte de cendres, attendant d'être ravivée par ton attention. La quatrième étape est la résonance soutenue. Pendant quelques minutes, ton attention sur cette qualité intérieure, avec la plus grande continuité que tu puisses. Peu importe si l'esprit se distrait. Chaque fois que tu remarques que tu t'es éloigné, reviens simplement, sans te critiquer, car chaque retour est en soi un exercice du muscle de l'attention consciente. Comme tout muscle, il se renforce à chaque répétition. Pendant que tu maintiens cette qualité, tu peux ajouter une phrase qui l'ancre, pas une affirmation vide, que tu répètes mécaniquement, alors qu'au fond tu n'y crois pas, mais une déclaration qui décrit ce que vous vivez en ce moment, même si c'est au minimum. Quelque chose comme mon attention crée mon expérience, ou cet état que je ressens maintenant est réel et puissant, où je suis plus que mes circonstances. Ressentez chaque mot comme s'il résonnait du centre de votre poitrine vers l'extérieur, comme les ondes produites par une pierre tombant dans l'eau calme. La cinquième étape est la clôture consciente. Avant de quitter cet espace intérieur, prenez un moment pour reconnaître ce que vous venez de faire, non pas avec grandiloquence, mais avec honnêteté. Vous venez d'exercer votre capacité à diriger consciemment votre esprit. Vous venez de semer une nouvelle cause. Et cette cause, selon le sixième principe hermétique, produira inévitablement un effet. L'ampleur de cet effet dépendra de la constance avec laquelle vous répétez cette pratique, de la profondeur avec laquelle vous parvenez à vous installer dans l'état choisi et du temps que vous permettez aux causes semées de se développer en résultats visibles. Mais le processus a commencé. Et les processus qui commencent par la compréhension des lois ne s'arrêtent jamais complètement. Si, en écoutant ce rituel, vous avez ressenti calme, de clarté ou un sentiment de connexion, écrit dans les commentaires. J'active ma transformation maintenant. Et si tu sens que ce moment a été significatif, si quelque chose en toi a bougé avec intensité, tu peux soutenir cette expérience avec un super chat, comme un geste énergétique, une façon d'honorer le processus que tu vis. Il y a une question qui, tôt ou tard, surgit dans l'esprit de quiconque découvre ces enseignements pour la première fois. Et c'est une question tout à fait légitime. Si ces lois existent, si elles sont aussi précises, puissantes et universelles que l'affirme la tradition hermétique, pourquoi la plupart des gens ne les connaissent-ils pas? Pourquoi ne sont-elles pas enseignées à l'école? Pourquoi ne font-elles pas partie des connaissances culturelles de base, transmises de génération en génération, avec la même évidence que les mathématiques ou le langage? La réponse que le Kybalion donne à cette question est d'une simplicité désarmante. Parce que la connaissance qui transforme exige une transformation pour être reçue. Elle ne peut pas simplement être déposée dans un esprit non préparé, comme on dépose des informations dans un récipient vide. Car un esprit non préparé, un esprit saturé de conditionnement, de peur, de certitudes inébranlables sur le fonctionnement de la réalité, ne peut pas réellement recevoir cette connaissance, même s'il l'écoute. Il l'écoute, mais la filtre à travers de ces catégories existantes, et la transforme en quelque chose qu'il connaît déjà, en quelque chose qui ne le défie pas, en quelque chose qui peut être accommodé sans inconfort et donc sans réelle transformation. C'est ce que dans la tradition bouddhiste, on appelle le problème de la tasse pleine. Si tu remplis une tasse complètement et que ensuite tu essaies d'ajouter plus de thé, le nouveau thé n'entre pas, il déborde. Pour recevoir quelque chose de nouveau, la tasse doit faire de la place. Et faire de la place dans l'esprit signifie quelque chose de très spécifique. Cela signifie être prêt à remettre en question ce que tu crois savoir. Cela signifie être prêt à t'asseoir avec l'inconfort de ne pas savoir. Cela signifie être prêt à laisser les certitudes les plus chères, celles sur lesquelles votre identité et votre façon de vous relier au monde, soient examinées avec honnêteté. Cela demande une qualité extraordinairement rare et extraordinairement précieuse. Le courage intellectuel et spirituel, le courage de dire que peut-être ce que je croyais sur la nature de la réalité est incomplet. Peut-être que ce qu'on m'a appris sur qui je suis, et ce que je peux attendre de la vie, était une version très appauvrie de la vérité.
Peut-être y a-t-il des dimensions de l'existence que je n'ai pas encore explorées et qui pourraient tout changer. Celui qui développe ce courage commence à vivre différemment, pas spectaculairement différent immédiatement, mais graduellement, cumulativement, dans une direction qui devient indubitable avec le temps. Ses réactions commencent à changer. Des événements qui auparavant le mettaient hors de lui pendant des jours commencent à l'affecter pendant des heures. Ceux qui l'affectaient pendant des heures commencent à l'affecter pendant des minutes. Et il arrive un moment que personne ne peut prédire exactement, car c'est différent pour chaque personne, où une stabilité commence à s'installer en son centre, que les turbulences de la surface ne peuvent plus atteindre complètement, non pas parce qu'il est devenu indifférent, non pas parce qu'il a appris à supprimer ses émotions, mais parce qu'il a développé un accès à un niveau de lui-même qui est plus profond que les émotions, plus profond que les pensées, plus profond que les circonstances. L'initié conscient n'est pas quelqu'un qui ne doute jamais, ne souffre jamais, ni ne se trompe jamais. C'est quelqu'un qui a appris à se relier au doute, à la souffrance et à l'erreur d'une manière fondamentalement différente. Celui qui a appris à voir dans chaque doute une invitation à approfondir. Dans chaque souffrance, un signe que quelque chose dans son alignement doit être ajusté. Dans chaque erreur, une source d'information sur les causes qu'il a inconsciemment semées. Cette façon de se rapporter à l'expérience transforme absolument tout, y compris le plus douloureux et le plus difficile, en matière de travail. En matière première, pour la grande œuvre que les traditions hermétiques appelaient la transmutation du plomb en or. L'or, non pas le plomb et l'or littéraux, le plomb de la conscience non travaillée, réactive, effrayée, fragmentée, transformée en l'or de la conscience qui se connaît elle-même, qui opère depuis sa nature la plus profonde, qui agit dans le monde avec la clarté et l'efficacité de celui qui comprend les lois qui régissent le jeu qu'il joue. C'est ça le pouvoir de l'initié. Non pas un pouvoir sur les autres, non pas un pouvoir pour dominer les circonstances, mais le seul pouvoir qui dure, le seul pouvoir que le temps ne peut éroder, le pouvoir de se connaître soi-même, avec suffisamment de profondeur, pour agir depuis cette profondeur, plutôt que depuis la surface réactive. Et ce pouvoir est disponible pour tout être humain, qui décide de le chercher avec le sérieux et la constance qu'il mérite. Pas demain, pas quand les circonstances seront plus favorables. Maintenant, exactement où tu es, avec ce que tu as, ce que tu es en ce moment. Car les lois n'attendent pas des conditions parfaites. Les lois opèrent en ce moment, avec la même perfection qu'elles ont toujours eue. Si tu sens que tu es prêt à suivre ce chemin, si tu sens que quelque chose en toi s'est éveillé aujourd'hui, écris dans les commentaires « Je suis prêt à m'éveiller ». Et si ce message a touché quelque chose de profond en toi, si tu sens que cet enseignement mérite de continuer à se répandre, tu peux soutenir cette communauté avec un super comme une manière consciente de maintenir cet espace vivant pour les âmes en quête de clarté. Maintenant, tu sais quelque chose que beaucoup de gens passent toute leur vie sans comprendre que la réalité n'est pas un accident, que ton esprit n'est pas un spectateur passif, que ta vie n'est pas une séquence aléatoire d'événements. C'est un processus, un mouvement constant entre cause et effet, entre pensée et manifestation. Chaque pensée que tu choisis, chaque émotion que tu entretiens, chaque action que tu répètes, devient une partie du tissu de ta réalité. Cela signifie que même dans les moments difficiles, tu as toujours du pouvoir. Le pouvoir d'observer, le pouvoir de choisir, le pouvoir de transformer. Et quand beaucoup de gens s'éveillent ensemble, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une communauté consciente est créée. Un réseau de personnes qui ne vivent plus dans la peur, mais dans la compréhension. Si tu sens que ce message a résonné en toi et que tu veux continuer à explorer ces connaissances, abonne-toi à cet espace. Non pas comme un geste automatique, mais comme une décision consciente de marcher aux côtés d'autres âmes qui s'éveillent aussi. Car cette chaîne n'est pas seulement du contenu. C'est un point de rencontre pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus à découvrir. Et si tu souhaites soutenir cet espace, si tu ressens de la gratitude pour cette connaissance, tu peux aussi le faire via un super chat, comme un geste doux, conscient, aligné avec le désir d'élargir cette communauté. Maintenant, retiens cette phrase et emporte-la avec toi. La réalité commence dans l'esprit, transforme avec la conscience. C'est le saut, c'est le rappel, c'est le début de ton propre éveil.